Bonjour. Donc j'ai choisi un procédé d'une station d'un dessin trouvé dans le Larousse 95. Ce qui est important, c'est d'expliquer le procédé, hein, ce n'est pas d'être vraiment dans la réalité. Donc j'ai truqué peut-être un peu mes schémas. Donc je vais vous expliquer. Vous savez qu'il existe deux stations, des stations physico-chimiques et des stations biologiques. Donc les stations physico-chimiques entraînent de la pollution avec des produits chimiques et les stations biologiques entraînent de la pollution avec des bactéries. Que font les bactéries? Simplement, elles mangent la pollution. Donc nous avons deux types de stations. Vous avez la station fosse septique qui est dans toutes les maisons, les villas individuelles, puis la station physico-chimique qui est la station biologique à la sortie des villes. Alors comment fonctionne-t-elle? C'est très simple. Les bactéries dans les fosses septiques sont des bactéries anaérobies et les bactéries dans les stations de ville sont des bactéries aérobies. Aérobie, ça veut dire qu'elles respirent de l'air. Anaérobie, ça veut dire qu'elles ne respirent pas d'air. Donc le principe elle-même, elles mangent la pollution et ensuite elles se transforment en macabée ou en boue. Puis les boues, on peut les transformer en gaz ou en méthane ou les rejeter à la rivière. Euh, Alors, où trouve-t-on ces bactéries? C'est très simple. Une bactérie, elle se développe en fonction du milieu où elle est. C'est-à-dire, dans une fosse septique, c'est automatiquement des bactéries anaérobies qui vont se développer. Dans des eaux oxygénées, c'est des bactéries aérobies qui vont se développer. C'est un peu comme dans votre estomac, c'est des bactéries digestives. Donc voilà le dessin d'une station que j'ai donc trouvé dans le Larousse 95, à partir duquel je vais donc établir un schéma de procédé. Alors le schéma de procédé n'est pas très développé en traitement des eaux, il est surtout développé en chimie, mais comme j'ai un passé de chimie, je me suis un peu lancé dans l'interprétation de procédés par rapport à la station. Bon, j'ai truqué un peu, on verra la suite, ça n'empêchera pas l'explication du procédé. Là, on voit que tout est plan, hein, tous les bassins sont sur une surface plane, et donc le procédé, c'est d'une station pour traiter une eau de rivière avec toutes les étapes, on le voit en bleu, qu'on va retrouver dans mon schéma. Donc voilà une station que j'ai trouvée dans le Larousse, qui pour moi me convient très bien pour expliquer le principe physico-chimique. Je vais la truquer un peu, bien sûr, parce que je vais faire le schéma de procédé qui est rarement interprété en schéma de procédé, parce qu'on utilise le procédé, c'est surtout en chimie, très peu en traitement des eaux. Enfin, vu que j'avais un passé chimique, je me suis lancé donc dans le procédé de la station d'épuration. Donc on voit ici que tout est à peu près à l'horizontale, c'est-à-dire en plan. Et donc on va voir le processus au fur et à mesure à partir d'une eau de rivière, hein. C'est une eau de rivière que l'on va épurer. Alors voilà la suite des opérations où j'ai écrit donc des mots qui n'existent pas forcément, qui ne sont pas courants dans le traitement des eaux. C'est-à-dire c'est l'écoulement forcé et les tuyaux entre les bassins. Hein, puisque c'est un peu pourquoi j'ai rajouté un écoulement forcé? Parce que ça m'a permis de mettre mon schéma sur un format A4, ça, déjà pour commencer. Et ensuite, comme j'écoute, ça me permet en fait de faire la différence entre l'écoulement gravitaire et l'écoulement forcé, pour expliquer aux élèves. Ensuite, il y a les cuves, j'ai fait des cuves, on pourrait bien sûr faire un pilote hein, de la même façon, il n'y a pas de raison qu'un pilote ne fonctionnerait très bien. Un pilote, c'est une mini-installation que l'on a dans les lycées pour expliquer aux élèves. Donc le premier schéma, le premier plan, j'ai donc placé toutes les cuves. Et donc toutes les cuves et les appareils. Donc on va voir, on va numéroter par là. Le deuxième plan, j'ai relié donc les cuves pour transporter, pour montrer le sens de déplacement des liquides. Bien sûr, dans la réalité, si c'est plan, ce ne sont pas des conduites, mais là si je transforme la station plane en pilote vertical, je diminue bien sûr les quantités de produits et je transforme ça presque en installation chimique avec des conduites, des tuyauteries pour déplacer les liquides. Donc là, j'ai rajouté les lettres nommant les différentes cuves qui composent le schéma. Donc on voit qu'on a des S qui signifient séparateurs, ce sont des séparateurs. Il y a des A, ce sont des agitateurs, c'est-à-dire ce sont des cuves où on fait des mélanges. Il y a des R, ce sont les réservoirs. J'en ai que trois. Il y a S, A et R. Ici, j'ai rajouté des numéros, c'est-à-dire c'est l'ordre de passage des opérations. Donc on voit, il y a 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 12, 9, et ainsi de suite.
Ce plan-là, j'ai donc placé le nom des produits et le nom des produits entrants, des produits sortants. On voit en haut, on a le produit, les coagulants, floculants, les stocks, en haut. Ensuite, on a les petits rectangles avec les flèches qui font les entrées de produits et les sorties de produits. On le verra en détail, hein, chaque produit, on les verra plus tout à l'heure, quand ça sera remplacé, quand on fera le circuit. Donc le premier réservoir de stockage, c'est le stockage du chlorure de fer, FeCl3. C'est un coagulant. Alors à quoi sert un coagulant? En général, dans une eau de rivière, les pollutions sont appelées des colloïdes, c'est-à-dire ce sont des petites particules en suspension dans l'eau. Donc ce qu'il faut faire, en général, quand elles sont en suspension, elles sont électriques un peu. Donc déjà, le coagulant, il va décharger l'électricité des colloïdes, et ensuite, il va les rassembler. Il va en faire des petits, ils vont se rassembler en petites boules. Alors le floculant, ici, c'est donc de l'alginate de sodium. Alors à quel rôle va jouer le floculant? Eh ben, vu qu'on a rassemblé les colloïdes en petites boules, eh ben, lui, il va les alourdir. C'est-à-dire, elles vont se précipiter au fond de la cuve. Alors le charbon actif, donc c'est pour les traitements spéciaux. Le charbon actif, donc il va aussi alourdir bien sûr les particules, mais il a un deuxième avantage, c'est qu'il peut absorber certains gaz qui sont dans l'eau. Bien, nous allons donc commencer le traitement des eaux. Donc ici en brun, j'ai coloré en brun le début. Donc le triangle, le petit rectangle finissant en pointe, c'est l'arrivée d'eau de rivière dans la première cuve qui est le dégrillage. Alors en quoi consiste le dégrillage? Ben, il consiste à enlever les gros morceaux, c'est-à-dire des morceaux de bois, des morceaux de plastique, tout ce qui est assez grossier, qui est visible à l'œil, quoi. Donc, comme on le voit ici, je vous rappelle hein, que j'ai fait un schéma de procédé, c'est pour comprendre le principe, c'est pas la représentation exacte des appareils. Hein. Donc les gros morceaux, ils restent en haut, et le liquide va passer en bas. Donc j'enlève les gros morceaux, et puis j'envoie le reste du liquide. Opération, le relevage. Donc le relevage, c'est pour élever l'eau de rivière vers vers le premier bassin de traitement de l'eau. On appelle ça un relevage. Pourquoi ce système-là? Ben, parce que c'est des grandes quantités d'eau déjà et d'une. Hein, une pompe ne suffirait pas à faire le travail. Donc ce sont des grilles qui escaladent en oblique une pente. Alors, deuxième opération, le déshuilage. Là, c'est là qu'on enlève les matières organiques et les huiles. On le voit en jaune, donc les huiles sont toujours plus légères que l'eau, donc elles surnagent. On voit le décanteur, les huiles sont évacuées à droite, et l'eau de rivière décante et descend. Troisième opération, le dessablage. Et bien là, on laisse décanter les eaux pour que le sable tombe au fond de la cuve. Et là, on voit c'est le contraire. On récupère l'eau de rivière en haut et on récupère le sable à la base. Alors l'élévation, là, c'est vrai que dans les stations d'épuration, ça existe rarement. Là, j'ai placé une pompe, c'est-à-dire c'est un écoulement forcé. C'est-à-dire, c'était pour pouvoir maintenir mon schéma en vertical et dans un format A4. Donc j'ai rajouté une pompe. Mais enfin, bon, dans la réalité, il y a très peu de pompes dans les stations d'épuration. Donc là, vous avez la représentation d'une pompe centrifuge qui va me permettre d'élever le liquide dans les cuves de traitement en haut, c'est-à-dire les cuves de floculation, coagulation. Alors j'explique. Là, en haut, on a trois cuves de traitement. J'ai fait exprès de décomposer, j'en ai gardé une pour la floculation, une pour la coagulation, et la troisième, elle fait les deux en même temps, c'est-à-dire coagulation, floculation.
Parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits les produits ont plus progressé. Maintenant, on fait directement coagulation, floculation, dans la majorité des cas. Mais enfin bon, au début des épurations, on commençait par coaguler, puis ensuite par floculer. Alors donc là, j'ai pris la première cuve en coagulation, la deuxième cuve en floculation, et la troisième, je l'ai mise en coagulation-floculation. Donc là, la coagulation, c'est là où je rassemble les colloïdes, je rappelle, en petites boules dans la cuve. Là, on est dans la deuxième cuve, donc là, c'est là que je fais la floculation. Mais cela ne veut pas dire que j'ai passé la première cuve dans la deuxième cuve. C'est-à-dire que la deuxième cuve est en phase de floculation et la première cuve était en phase de coagulation. Mais c'est évident que je ne vais pas passer le liquide dans la deuxième cuve pour faire la coagulation. Je fais bien sûr la coagulation-floculation dans la première cuve et coagulation-floculation dans la deuxième. Et dans la troisième, je fais coagulation-floculation en même temps. Là, je suis donc dans la troisième cuve qui est réservée donc soit pour faire directement coagulation, floculation en même temps, soit aussi pour faire un traitement spécial au charbon actif. Je rappelle, le charbon actif, il absorbe les bulles de gaz. Dans quel cas vous l'utilisez? Ben, quand vous avez de l'eau de robinet, par exemple, à la maison, et qu'il y a du chlore dedans, ben, par exemple, vous prenez un litre d'eau, vous mettez du charbon actif au fond, vous agitez, vous laissez le temps que le charbon actif absorbe tous les molécules de chlore qu'il y a dans l'eau de robinet, et puis après, vous pouvez boire de l'eau propre. Ben, dans station d'épuration, c'est à peu près pareil. On va absorber des fois les bulles de gaz qui alourdissent l'eau. Euh, ben, vous utilisez aussi le charbon actif dans les digestions. Lorsque vous avez des gaz, ben, des fois vous prenez du charbon actif et puis ça absorbe. C'est ça, lorsque vous faites de l'aérophagie, ben, le charbon il va absorber le gaz. Sixième opération, la décantation. Et bien là, avec les coagulants, floculants, donc j'ai fait un floc qui est lourd, plus lourd. Donc le floc, qu'est-ce qu'il fait là dans le décanteur? Ben, il va se déposer au fond. Et vous voyez, déjà j'ai de l'eau propre, j'ai de l'eau bleue qui est au-dessus. Donc j'ai déjà séparé donc les bouts de l'eau potable, de l'eau propre, excusez-moi. Sixième opération, la filtration. Et bien là, je vais filtrer l'eau potable, c'est-à-dire pour enlever les quelques particules solides qui restent encore en suspension dans l'eau. Ça s'appelle un filtre. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième opération, on rajoute de la soude pour neutraliser les fonctions acides. C'est-à-dire si l'eau elle est encore un peu acide suite au traitement précédent, bon, donc on va ajuster le pH à 7, c'est-à-dire une eau elle doit avoir un pH neutre, c'est-à-dire 7. S'il est 8, c'est basique, s'il est 6, c'est acide. Donc s'il est en dessous de 5, ben, on rajoute de la soude pour neutraliser donc les acidités. La huitième opération, c'est l'ozonation. C'est-à-dire là, on injecte de l'ozone dans l'eau potable, donc pour tuer les organismes vivants qui peuvent encore exister, comme les enzymes, les virus, les protéines. Et ça enlève aussi le goût de l'eau. Ça donne un... Elle a plus d'odeur. Et là, on arrive au réservoir d'eau potable, c'est-à-dire c'est là qu'on va stocker donc toute l'eau produite, l'eau potable produite avant de l'envoyer dans les réseaux. Là, on est à la 11e opération. On va envoyer l'eau dans le réseau de conduite qui distribue l'eau dans toutes les maisons de la ville. Et là, qu'est-ce qu'on rajoute? Du chlore. Eh oui, parce que l'eau, elle stagne dans les tuyaux et il est très rare, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des bactéries qui peuvent se développer. Donc le chlore est un peu obligatoire. Donc on injecte du chlore dans l'eau. La distribution de l'eau dans le réseau par la petite carré flèche bleue en bas. Alors là, encore un séparateur qui est un décanteur, mais comme il effectue une deuxième opération, il travaille déjà sur des bouts qui ont été faites avant, on appelle ça un épaississeur, c'est-à-dire les bouts vont être encore décantés, on va récupérer encore un peu d'eau potable, un peu d'eau, mais pas potable là parce qu'on va l'acheter à la rivière, et on va récupérer là des bouts. Et voilà, la dernière opération, c'est le séchage, c'est-à-dire les bouts, quand elles sont trop humides, bien avant de les stocker ou de les vendre pour soit des jardins comme compost, eh bien, on va les sécher. On appelle ça un séchage. C'est-à-dire on enlève l'eau, l'humidité de la boue. On sépare l'eau du produit solide.
Alors sur cette page, j'explique un peu, parce qu'en chimie, on fait beaucoup de schémas de procédés, on fait des schémas de production, de fabrication et des schémas de principe. Alors on a des symboles pour représenter les schémas, bien sûr on a des symboles. Donc j'ai un peu anticipé sur le traitement des eaux avec mon schéma de chimiste. Donc là vous voyez les symboles du schéma de principe, les symboles du schéma de procédé et les symboles du schéma de fabrication. Et voilà un schéma de principe. Le schéma de principe, c'est simplement une série de rectangles où on écrit les différentes opérations que l'on va effectuer dans l'installation. Les ronds sur les droites et gauches, c'est les produits entrants et les produits sortants.